Mon ami, mon frère, je comprends ta détresse. Prends courage, mon ami, et n'abandonne pas. Ça ne vaut pas la peine de le chercher ailleurs. Mon ami, le bonheur, il est là dans ton cœur. Ben, merci de l'invitation. Vous m'entendez? C'est bien. Donc, merci de l'invitation. Moi, un homme consciencieux que je suis, euh, j'ai préparé deux communications aujourd'hui. Donc, ne sachant pas trop à qui j'avais affaire, je me suis dit, bon, euh, on est habitué de s'adapter, donc adaptons-nous. Donc, on va ma présentation, je vais la faire beaucoup sur forme de témoignage. Donc, qu'est-ce qui ont été les moteurs de mon autonomie et les obstacles, surtout en milieu scolaire, parce que l'audience est issue pas mal du milieu de l'éducation. Donc, et puis, si on a le temps, en 20 minutes, quand on parle comme moi, on n'a pas beaucoup de temps. Si on a le temps, je vais faire des parallèles avec ce que j'observe avec mes parents, mes familles qu'on accompagne. On est une équipe de 10 personnes. On accompagne environ 1200 familles. Au début, on les a accompagnés dans la planification financière pour un enfant handicapé. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres besoins. Un peu comme le participant, celui qui a parlé avant moi, dit, on s'apercevait que les gens ne savaient pas trop où cogner pour avoir de l'information. Donc, rapidement, notre offre de service a inclus des services extra pour qui vont de l'information sur les programmes à la mise en lien vers d'autres parents ou d'autres personnes qui vivent la même chose. Puis, je pense que cette proactivité-là, ça manque beaucoup au Québec. Donc, voilà, je vais le dire suivant. Suivant. Le bas. Bingo. OK. Donc, on va. Merci, maître. Donc, portion témoignage. Écoutez, moi, j'ai été très chanceux d'être né à l'aube d'une nouvelle loi qui visait l'intégration des personnes handicapées. Donc, ça a mis un peu le vent dans mes voiles dès la plus jeune enfance. Mes parents avaient une force de caractère incroyable. Sans cette force-là, sans ce tempérament-là qui m'ont donné, je ne serais pas là aujourd'hui, parce que moi, il faut dire qu'en 1982, il y a un neurologue qui avait émis un diagnostic de déficience intellectuelle chez moi. Donc, je partais avec une prise. Mais
vraiment, il y avait des services tant au centre de réadaptation que chez moi pour bien encadrer ma mère qui avait laissé son travail pour moi. Toute une vocation. Donc, elle a pris cette vocation-là et une chance que mon père avait un travail pour permettre ça. Puis je fais un peu un lien avec les familles qu'on accompagne. On voit des différences dans l'autonomie de ceux que les parents étaient plus présents. Donc, ça, c'est définitivement un gros facteur. Mais dès la garderie, on parlait de CPE tantôt. J'ai été chanceux. Moi, j'ai des souvenirs à 4 ans. C'était Hector. Hector, c'était mon intervenant à la garderie. Il m'avait fait facturer une planche de bois. Puis Hector a dû passer des heures à faire des décalques pour les différentes couleurs. OK? Il cachait le bleu, il cachait le blanc. Donc, le final était un dessin très cohérent. Puis, c'est dans mes premiers souvenirs où la confiance, tu sais, t'es capable, ça a émergé. 4 ans. Puis, 2 ans plus tard, j'étais à l'école régulière. Puis, vraiment un modèle d'inclusion. Je pense que la directrice a vraiment été aidante là-dedans, mais je me rappelle beaucoup de profs d'éducation physique. Alors, on a des souvenirs marquants. Puis, lui, il me trouvait gêné, puis il me trouvait un peu baveux aussi. Je sais pas pourquoi. Donc, lui, je sais pas s'il a demandé la permission à sa direction, mais il m'a recouvert de jambières, d'un casque. J'étais protégé et il m'a mis dans un but de handball. Ça, devant un groupe de 12 collègues de classe et allez-y, lancez. Donc, depuis ce temps-là, ça a été un autre événement pour dire « aie pas peur ». Donc, je ne sais pas si ce prof-là, actuellement dans l'école d'aujourd'hui, pourrait faire ça. Il y a peut-être du levier, des boucliers, mais pour moi, ça a été vraiment, vraiment déterminant. Donc, le primaire, vraiment une école adaptée, une école inclusive. Par rapport au secondaire, où la grandeur de l'école, la configuration, le fait qu'on ait à changer de classe beaucoup, on passait de l'inclusion à l'intégration. Donc, je vous donne un exemple. Outre le fait qu'on rentrait par la porte des poubelles, les personnes handicapées entraient par la porte des poubelles, donc on était vraiment à part. Et je me suis rendu compte que tout se passait à l'étage des casiers. D'accord? Donc, toutes les interactions sociales, les transactions de drogue aussi, tout se passait au casier. Mais, donc, vraiment, il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure au niveau social.
j'étais beaucoup moins avec des groupes. J'avais plus de gang. Donc, ça a été, on a perdu un peu d'années cruciales au secondaire. Et je suis retourné à l'école et il passe encore par les poubelles. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, mais, tu sais, je suis allé à des retrouvailles l'année, ça fait longtemps. Je commence à vivre des retrouvailles de Séroya 5. Et dans le fond, on m'a dit, Guillaume, toi, t'étais-tu au courant que des groupes t'intimidaient ou que t'étais jugé? Ben, non, pas vraiment. J'ai jamais eu, je suis peut-être naïf, je suis peut-être innocent, mais j'ai jamais eu cette impression-là. Peut-être parce que j'avais des amis qui me défendaient bec et ongle. Donc, je me rappelle une journée, un cinquième année du primaire, il y avait un nouveau d'une autre école qui était venu, qui me connaissait pas, et qui m'avait testé. Ben, ça n'a pas pris 5 minutes. Il avait né ensemble avec. J'avais des amis qui me protégeaient beaucoup. Donc, le rôle social à l'école, là, ça a été. On a vraiment vu la différence entre l'inclusion, être dedans, et l'intégration au secondaire, être dedans, mais à part. Donc, moi, j'invite, dans ces possibles, vraiment à penser les aménagements d'horaire, les aménagements physiques aussi en fonction d'une inclusion totale. Parce que ça porte ses fruits. OK? On va donc les activités parascolaires. Donc, pourquoi au secondaire, on n'avait pas de budget pour que je reste à l'école, alors qu'au cégep et à l'université, c'était un buffet, un buffet à volonté. Les activités parascolaires sont capitales, selon moi. Je fais beaucoup de fast-forward, j'avance dans le temps. J'ai une conjointe, on est mariés, on a 2 enfants maintenant. Donc, l'accès à des programmes qui vont aider dans le quotidien. Aider mon quotidien, c'est capital. Si j'avais pas eu un chèque emploi-service, la liberté de gérer un budget d'accompagnement à ma mesure, selon mes contraintes, selon mes priorités, je n'y aurais pas arrivé. J'aurais pas pu trouver un emploi. J'aurais pas pu avoir une famille. Et puis, comme bien d'autres programmes, ce programme-là est malmené. Il y a beaucoup de pression. Puis il y a aussi un programme contre l'intégration au travail, CIT, qui m'a permis de convaincre un employeur de m'essayer, de me prendre à l'essai. Donc, et ça s'est poursuivi ensuite, mais ça, ce programme-là, c'est des clés de moins qu'on n'a pas, des clés importantes. Par exemple, le programme CIT a un moratoire. Donc, tout nouvel employé qui veut se faire intégrer
à un emploi, ben, il y a un moratoire et il en prennent plus de nouveaux. Donc, on manque beaucoup d'opportunités d'intégrer. C'est comme une évolution, mais à l'envers. Donc, il y en a beaucoup de programmes comme ça. Diapo. Oui, donc, il me reste combien de temps? 5 minutes. Diapo. Parce que je suis dans un collège scientifique. Donc, on va y aller des études qui m'inspirent beaucoup. Une étude qui dit qu'il y a la reconnaissance de tous les coûts associés au handicap, mais qui ne se chiffrent pas vraiment, qui sont diffus, devraient être reconnus par le gouvernement. Puis ça, c'est une des grosses idées à notre participation sociale. Il y a des petites poches où le gouvernement a reconnu où il a investi, comme l'aide financière aux études postsecondaires en situation de handicap. Quand je suis arrivé au cégep à l'université, il y avait beaucoup de ressources. Donc, le gouvernement investissait pour que je m'élève dans la pyramide de Maslow. Mais après, il y a un silence radio. C'est terminé. Donc, quand j'étais étudiant, j'étais dans ma bulle, dans ma classe. Tout m'était permis, tout m'était possible. Mais on se rend compte que dans la jungle du milieu du travail, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Parce que moi, ça m'a pris une centaine de CV d'envoyer pour avoir un emploi. Donc, c'est pas la même coquille qu'on a dans les universités. Puis j'aurais aimé ça que une personne de service adapté de main-d'œuvre vienne dans mon université pour me challenger, puis pour m'aider à me mettre en lien avec des personnes de mon milieu. Ça se fait pas. On devrait amener ces mots vers à parler directement dans les universités et à faire un peu de psychologie. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est vraiment une session de 3-4 rencontres avec une psychologue pour résoudre des choses. Donc, on a beaucoup de travail, de buts. Tout le monde en a, mais je pense qu'un étudiant handicapé, il faut qu'il fasse table rase pour se vendre, pour s'aimer assez pour se vendre à des employeurs. Il me reste 2 minutes. Ça va vite. Suivant. Prochaine diapo. OK, c'est beau. Donc là, il me reste 2 minutes. Là, j'en arrivais à vraiment des règles, des mesures qui sont en train de se raffermir au niveau provincial, au niveau fédéral, qui deviennent des obstacles, des gros obstacles à la
passion sociale et il faut y voir. Je pense qu'il y a un remue-ménage qui doit se faire et il ne doit pas nécessairement se faire seulement avec des fonctionnaires qui écrivent des règlements. Parce que présentement, les lois ne disent plus rien de détail dans les règlements. Donc, je pourrais vous parler de ça pendant moult de temps, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment quand on prend ça à la pièce, on passe à côté de plusieurs opportunités de participation sociale. Parce que pour construire une anecdote, moi je suis un gars de chiffres. J'ai chiffré depuis ma naissance tout ce que j'avais coûté au système versus tout ce que je rapporte au système. Si la tendance se maintient dans 4 heures, on va être au point mort. Je ne dis pas que toutes les personnes handicapées vont atteindre ce point mort-là, mais quand on est à part nos politiques, je pense que de viser les capacités des personnes handicapées et de les protéger du tsunami démographique, c'est un gage, ça va aider l'inclusion. Merci. Alors, si vous avez des questions. Bonjour Guillaume, on s'est vu hier soir. Oui, Oui, bonne mémoire. Oh. Très bonne conférence, j'aime ça. Je suis juste curieuse, où est-ce que vous travaillez? Oui, donc, en 2010, j'ai fondé Finantica. Finantica, c'est un cabinet de services financiers pour les personnes handicapées et leurs proches. Donc, on a débuté ça en 2010, et puis on vise pendant toute la vie de la personne handicapée, un peu comme on disait tantôt, à planifier la retraite des parents, planifier la relève, s'assurer qu'ils ont toutes les mesures fiscales. Donc, accompagner. Dans le fond, quand on parle de mesures fiscales, on dit souvent que toute l'information est disponible. Ben, j'en doute, mais c'est comme si vous me donneriez un manuel sur la mécanique automobile. Je pourrais le lire, mais j'ai besoin d'un garagiste. Donc, on est dans ce créneau-là. On accompagne. Ouais. C'est pas tellement nécessaire. Tu disais tout à l'heure qu'à l'école primaire, tu as eu la chance de vivre, une expérience. Dès le départ, j'ai compris que tu avais été intégré. Inclus, mais vraiment inclus. Alors, j'aimerais d'une certaine manière, j'imagine que ça ne s'est pas fait tout seul, cette histoire-là. Là. Non. Non? Non. Pourquoi? Tu peux expliquer? Ben, il y avait un contexte favorable. Il y avait des intervenants qui étaient, on était au début, on était au balbutiement. C'était un genre de laboratoire. C'est l'université avant, faisait des recherches là-dessus un peu. Donc, mais écoute, je pense que les professeurs, dès qu'ils
dès qu'ils ont vu ce que c'était, dès qu'ils ont vu l'impact positif sur les groupes, sur les classes, ont embarqué. Ça a été facile, j'étais premier classe. Tu sais. Mais on t'avait pas proposé avant d'autres choses, là, ou à proposer à tes parents autre chose? Oui. Une autre avenue? Donc, tu veux amener. Donc, oui, l'intégration en 84. Là, je parle de la mission. C'est ça? La mission, quand on m'a admis à l'école, j'avais un diagnostic de déficience intellectuelle, puis de déficit moteur cérébral. Donc, il a fallu convaincre les personnes à la commission scolaire d'embarquer dans le projet d'intégration. Je t'en dois une personnellement parce que... C'est ça que tu voulais qu'il dise. Non, pas du tout. J'avais une autre question, justement. Parce que c'est mon oncle qui a dit à la commission scolaire, réveillez-vous. Non, mais c'est pas ça que... Je voulais surtout pas que tu en parles, c'était pas ça. La question, c'est véritablement, je voulais connaître le rôle et l'implication parentale à ce niveau-là. Ben, ma mère était souvent à l'école. Ma mère a tout quitté avec l'aide de l'IADPQ, embarquer tête première dans le programme que j'appelle stimulation précoce à l'époque. Et on lui donnait des devoirs à faire à la maison. Elle les faisait de manière enrichie, je suis sûr. Donc, veux pas, tu sais, ça nuit pas, ça aide énormément. Et à l'école, elle venait dans la classe parfois, puis non, ça s'est fait naturellement, je suis chanceux. Donc, ça va tout à fait dans le sens de certains témoignages qu'on a eus hier. J'étais pas là hier. Tu veux dire? Non, non, j'ai juste fait un lien avec ce qu'on a entendu hier, les nombreux témoignages qu'on a eus dans ce sens-là hier, tout simplement. Ça va. Il y avait une question par là? Mais écoutez, moi, c'est le gars qui a parlé avant midi, le guichet unique. C'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Finantica. Par manière un peu détournée, on va s'asseoir à la table de cuisine, puis on débat toujours parce qu'on connaît ça. Puis moi, je crois que au Québec, du moins, il n'y a personne qui prend le rôle d'aller, puis je peux me tromper, là. Mais il y a personne qui s'assoit à la table de cuisine qui a un bagage de savoir tout ce qui se passe. Parce que c'est tellement décousu, les services-là, que la plupart des parents ne savent pas. Puis encore plus, nous, on recrute beaucoup de familles qui ne sont pas dans le système. On les recrute via des conseillers d'assurance, via des gens qui ont rien à voir avec le milieu. Puis, écoutez, on parle de loin, de très, très, très loin. Il faut vraiment acheter quelqu'un à la table de cuisine, quelqu'un qui est indépendant, qui n'a pas un tag de centre de réadaptation ou d'école, quelqu'un qui est là pour écouter, puis pour guider, puis c'est ce qui manque.
Je connais Guillaume depuis longtemps. Tu es vraiment dans un contexte, puis je reviens un peu quand on parlait de l'avenir, tu es vraiment dans un contexte pas facile d'abord de parler d'argent avec des parents, de parler d'avenir et puis de parler de planification financière. Tout ce contexte-là, en tout cas, est pas facile. Puis moi, je te lève mon chapeau d'avoir parti cette business-là parce que tu as vu le besoin, tu as vu aussi la nécessité, puis il en demeure pas moins que malgré ça, tu as encore des difficultés à convaincre des fois des parents de s'embarquer là-dedans parce qu'il y a toujours, des fois on aime mieux pas trop y penser ou quoi, alors que toi tu dis au contraire, plus on va y penser, plus on va planifier, plus le parent va être serein et plus le parent va être confiant dans l'avenir quand il va disparaître, un peu comme ce que vous disiez, Charlotte. Donc ça... c'est tabou. C'est tabou. Le handicap, c'est tabou. Oui. La mort, c'est tabou. Puis les finances, c'est tabou. Oui. Fait que Puis on avait parlé des travailleurs sociaux qui, eux autres non plus, abordent à peu près pas ça avec les parents. pourtant, je pense que c'est leur rôle. C'est un de leurs rôles dans le système. Au contraire, certains travailleurs sociaux découragent. Donc, moi, ça m'effraie. Oui, bien, il travaille beaucoup en situation de crise. Hein? Il va agir beaucoup auprès de la famille lorsque ça ne va pas bien. Alors que toi, tu proposes plutôt de... Mais regardons qu'est-ce qu'on peut faire pour que, justement, que vous soyez plus serein par rapport à l'avenir, par rapport à... Moi, je pense que le Québec, on n'a pas un tissu communautaire comme au Nouveau-Brunswick. C'est beaucoup dans les écoles et les centres de réadaptation, ça se passe. Je crois qu'un professionnel financier devrait avoir sa place dans ces milieux. Tu as raison. Attends que je reprenne ma retraite, là, puis je vais venir travailler avec toi. Il y a des gens qui se lamentent, il y en a d'autres qui pleurent. Il y en a même de nos jours qui ne croient plus en rien. Ne t'en fais pas pour ça, continue ton chemin. Et quand le cœur t'en dira, tu chanteras ce refrain. Mon ami, mon frère, je comprends ta détresse. Prends courage, mon ami, et n'abandonne pas. Ça ne vaut pas la peine de le chercher ailleurs. Mon ami, le bonheur, il est là dans ton cœur.